En manchette aujourd'hui, la motion de Karine Trudel rejetée aux communes et les élites à une victoire de passer au second tour. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce web journal du jeudi 25 février. La motion déposée par la députée néo-démocrate de Jonquière, Karine Trudel, a été rejetée par les libéraux et les conservateurs aujourd'hui à la Chambre des communes. La motion présentait une réforme de l'assurance-emploi. Michael Demers, quels étaient les points abordés par la motion? Trois grands points, Daphné, abordés dans cette motion. Tout d'abord, l'abolition de la réforme qu'avaient fait les conservateurs sur l'assurance-emploi. Il y avait un point qui dérangeait beaucoup dans cette réforme, c'est le déménagement s'il y a une offre. Je vous donne un exemple. Par exemple, je suis à Jonquière, je profite de l'assurance-emploi et j'ai une offre d'emploi à Québec, par exemple. Je suis dans l'obligation de déménager pour pouvoir continuer de profiter de l'assurance-emploi. Donc, c'est ce que veut abolir Mme Trudel dans sa motion. Deuxième point, interdire les partis de piger dans la caisse de l'assurance-emploi. C'est quelque chose qui avait été fait notamment par les conservateurs dans le passé. Ils ont pris de l'argent dans la caisse de l'assurance-emploi pour réinjecter dans le budget et on veut interdire ça. Le troisième point, c'est celui qui a certainement fait le plus jaser, c'est celui des 360 heures. C'est qu'actuellement, pour pouvoir profiter de l'assurance-emploi, on doit travailler un certain minimum d'heures. Et ce minimum-là varie beaucoup d'un endroit à l'autre. Ça peut aller de 200 heures pour un secteur jusqu'à 700 heures pour un autre. C'était une problématique qui faisait beaucoup déranger. Même ici, dans la région, ça faisait beaucoup de problèmes. D'ailleurs, là-dessus, j'ai joint aujourd'hui Karine Trudel à la Chambre des communes, peu après le dépôt de sa motion. Voici ce qu'elle avait à dire. Résidents qui restent à Sainte-Rose-du-Nord ou à La Brec, par exemple, qui travaillent dans le même établissement à Jonquière, bien, il y en a un, par exemple, pour Sainte-Rose, ça va peut-être y prendre 440 heures, tandis que l'autre, pour La Brec, ça va peut-être y prendre 560 heures. Donc, c'est pas équitable. Et que reprochaient les autres partis? Eh bien, tout d'abord, du côté des libéraux, la ministre du Travail, Marianne Mahajcek, a précisé que la motion ne correspondait pas aux besoins de tous et que son gouvernement, son ministère, était à travailler sur une réforme de l'assurance-emploi. Du côté des conservateurs, c'est le député John Brassard de Barrie-Innisfield, en Ontario, qui s'est levé, qui a pris la parole aux communes pour préciser que les Canadiens veulent travailler, qu'on n'a pas à mettre de temps sur une réforme de l'assurance-emploi, mais plutôt prendre ce temps et cet argent pour créer des mesures pour générer de l'emploi. Il a précisé également que certaines personnes, certains Canadiens pouvaient travailler seulement 2 mois et profiter pendant 1 an de l'assurance-emploi. C'est quelque chose qui le choquait. Karine Trudel a également présenté un projet de loi? Oui, plus tôt aujourd'hui, vers 10h30 aux communes. C'est une loi anti-briseurs de grève. Les briseurs de grève qu'on appelle communément les SCAB, eh bien, ce qu'elle veut par ce projet de loi-là, c'est moderniser le Code de travail canadien, puisqu'actuellement, les briseurs de grève n'ont pas l'autorisation de se présenter sur les lieux de travail où il y a une grève. Cependant, ils ont l'autorisation de se présenter dans tous les lieux extérieurs. Et c'est ce à quoi Mme Trudel désire mettre fin. C'est surtout dans un monde où il y a de plus en plus de télétravail, par exemple. Eh bien, elle désire que les briseurs de grève n'aient pas à se présenter à aucun endroit. Donc, voilà. Et elle espère d'ailleurs un dénouement dans les prochains mois. Voici ce qu'elle avait à dire. Nous allons en débattre en Chambre à la fin mars. Et bien entendu, j'espère qu'au mois de juin, on va pouvoir voter sur le projet de loi. Alors, un projet qui est à suivre. Merci, Michael. Ça me fait plaisir. Les commissions scolaires des rives du Saguenay et de la Jonquière ont suspendu les cours pour la journée. Les cégeps de Chicoutimi et de Jonquière ont, quant à eux, maintenu leur service malgré le temps incertain. Les explications avec Étienne Paré. Malgré les conditions routières difficiles, la coordonnatrice des communications du cégep de Jonquière, France Tremblay, a défendu la décision du collège de ne pas suspendre ses activités ce matin. Alors, lorsqu'il y a tempête de neige où il y a finalement la météo est un peu plus difficile, la direction se consulte très tôt le matin. Et puis, on appelle toujours, on a un contact à la société de transport et qui nous dit si les autobus circulent bien ou non. Quand ça circule bien, il n'y a pas lieu de suspendre les cours. Et on a des adultes, de jeunes adultes qui viennent au cégep. Donc, à ce moment-là, on considère s'ils sont capables de conduire, ils sont aussi capables de faire attention, là. Ce matin, plusieurs étudiants se demandaient si les cours avaient toujours lieu. France Tremblay a tenu à apporter certaines précisions. S'il y a des cours ou non, c'est facile. On va sur le site web du cégep et sur la page de la Une, à ce moment-là, on met un message comme de quoi les cours sont suspendus. Sinon, on met aussi un statut Facebook. Alors, s'il y a des cours, puis tout se passe comme d'habitude, on fait rien. Et les conditions météo n'ont pas que des impacts sur les écoles. Les chauffeurs de taxi, notamment, en vivent aussi les conséquences, mais pas toutes mauvaises.
L'entrée de maison, puis c'est plus glissant partout. Ça fait que c'est problématique un peu, là. C'est un petit peu plus achalandé. La température est beaucoup plus clémente dans le secteur du Lac-Saint-Jean. Les commissions scolaires du Lac-Saint-Jean et du Pays des Bleuets n'ont d'ailleurs pas suspendu leurs cours pour la journée. Étienne Paré, ATM Nouvelles, à Saguenay. Dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport n'a pas accordé de financement à la ville de Saguenay pour la rénovation du centre Georges Vézina. Saguenay avait déposé une demande pour la 3e phase du programme en août dernier dans le but de financer une partie des travaux de réfection de la toiture et d'agrandissement du bâtiment qui s'évalue à plus de 17 millions de dollars. Lundi, le ministère a annoncé qu'il fournira 900 000 $ pour 4 établissements sportifs du Lac-Saint-Jean, mais le centre Georges Vézina n'en fait pas partie. Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean a amassé une somme record de plus de 1 900 000 $. C'est ce qui a été annoncé ce matin au cours d'un déjeuner de reconnaissance en présence de plus de 200 représentants du milieu des affaires, d'organismes communautaires et de bénévoles. Malgré le contexte économique difficile, l'organisme a dépassé de 115 000 $ l'objectif de départ pour sa 35e campagne de financement en 2015. Le président de la campagne Centraide pour l'année en cours a d'ailleurs annoncé le renouvellement de son mandat. Un garage de la série Lac-Saint-Jean sur le chemin Saint-André à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix s'est effondré à la suite d'un incendie la nuit dernière. Les pompiers ont été appelés vers 2 heures. Le garage abritait 3 camions semi-remorques. Le feu aurait commencé sur la toiture et serait d'origine accidentelle. Les dommages sont évalués à 500 000 $. Saguenay compte une population d'environ 146 000 habitants dont l'âge médian est de 47 ans. La population se faisant vieillissante, l'action bénévole de Chicoutimi offre depuis le mois d'octobre des services qui facilitent le quotidien des personnes vivant seules par l'intermédiaire de bénévoles de tous les âges. Un reportage de Marie-Claude Pronovo. C'est ici, au Centre d'action bénévole de Chicoutimi, qu'a germé l'idée d'action communautaire entre voisins. Bonjour, c'est Gabriel du Centre d'action bénévole. C'est un service qui s'adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus qui sont toujours à domicile. Dans le fond, ces gens-là vont nous faire une demande, puis nous, on fait un jumelage avec une personne bénévole de son secteur pour lui donner des coups de main dans certaines activités de son quotidien, comme par exemple, ça peut être aller chercher le courrier dans les nouvelles boîtes, le postal communautaire, on sait qu'ils sont assez problématiques, merci. Installer, par exemple, une tablette coupe-froid, ça peut être aller prendre une marche avec le chien, ça peut être installer ou défaire des lumières de Noël, ça peut être vraiment variés. Les besoins qui sont vécus par les aînés le sont toute l'année. Puis dépendamment des saisons, effectivement, on va rendre des services qui sont différents. Par exemple, l'été, ça peut être plus justement prendre des marches, des choses comme ça, faire du jardinage, alors que l'hiver, on se concentre sur le déglaçage et puis aller chercher le courrier. Salut, moi je suis Gabriel Le Breton, je suis programmeur analyste. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire du bénévolat? Ça m'apporte beaucoup de bonheur et de plaisir. En fait, je trouve ça super utile, autant pour moi en fait que pour les autres. Je vois clairement qu'il y a un besoin, puis c'est super pertinent. J'aime bien ça. C'est un service qui a été identifié vraiment clairement sur le terrain par les aînés eux-mêmes qui nous téléphonaient dans d'autres services qu'on a ici au Centre d'action bénévole. On ne savait pas où les référer, en fait, nulle part, parce que personne ne faisait ça pour eux. Donc, c'est des gens qui se retrouvaient sans service, puis en difficulté. Là. Ça fait que c'est un service qui est gratuit. Donc, ça fait quelques mois seulement que le service est disponible à la population dans Chicoutimi. Étant un projet en collaboration avec Ville-Saguenay, nous, ce qu'on veut, c'est l'étendre à l'ensemble aux citoyens de Ville-Saguenay. Donc, on aimerait, à partir de l'année prochaine, couvrir Jonquière, Chicoutimi, Abbé, donc tous les arrondissements de Ville-Saguenay. Je voudrais m'adresser aux personnes âgées qui nous écoutent en ce moment ou aux gens qui voudraient s'impliquer comme bénévoles, surtout aux personnes âgées. Ne restez pas avec un besoin qui est non répondu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de besoin qui est plus important que d'autres. Si vous en avez un, c'est notre travail de le combler, puis les bénévoles vont faire ça avec plaisir. Ils sont là pour ça. Alors, n'hésitez pas, si vous pensez que le service peut vous être utile, téléphonez au Centre d'action bénévole. Les inscriptions aux ateliers du Festival de l'arme à l'écran prennent fin demain, le 26 février. Les ateliers auront lieu les 18, 19 et 20 mars en collaboration avec le Festival international Regard sur le court-métrage. Ma collègue Alexandra Lepage s'est entretenue plus tôt avec la coordonnatrice de l'événement, Ariane Chaput.
Ariane, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que précisément De l'âme à l'écran? De l'âme à l'écran, c'est un festival intercollégial, donc c'est un festival de courts-métrages. Tous les cégeps du Québec sont invités à venir passer une fin de semaine, donc carrément une immersion au cégep de Jonquière. Puis cette année, on est déjà rendu à la 13e édition, donc on essaie d'avoir de la nouveauté à chaque année. Puis, c'est quoi exactement l'association avec le Festival international Regard sur le court-métrage? En fait, il y a 8 ans, le président de Regard s'est assis avec les affaires étudiantes du cégep de Jonquière, puis ils se sont dit que ça serait bien de lier ces deux projets-là. Donc, en fait, c'est plus un parrainage, si on veut, parce que comme c'est dans nos cadres de nos cours en publicité, on s'associe avec des professionnels, donc c'est vraiment pour mieux fonctionner. C'est pour avoir des trucs, donc avoir des réponses quand on a justement des questions, parce que le festival est carrément organisé par des étudiants simplement. Donc, on se débrouille avec les moyens du bord. Puis, à quelle expérience les jeunes vont ressortir de cette fin de semaine-là? Bien, en fait, c'est carrément 3 jours d'ateliers, de formation, de conférences. C'est aussi le vendredi, dès l'arrivée, le vendredi, c'est la projection des cours qui ont été sélectionnés. Donc, cette année, on a reçu 51 cours et on en a sélectionné 26. C'est des chiffres un peu bizarres, mais c'est quand même 26 qu'on a gardés. Donc, c'est la projection. C'est aussi de voir qu'est-ce qui se fait dans d'autres cégeps au Québec. Okay. Donc, on a différents outils, différents programmes. Donc, qu'est-ce qu'ils en font avec ça? C'est le fun aussi. Le samedi matin, il y a des ateliers ici dans le pavillon ATM. Donc, c'est vraiment là, je dirais, le moment le plus fort de la fin de semaine parce que tu as des conférenciers qui sont là pour eux. C'est vraiment pour le monde du collège. Donc, ça, c'est le fun aussi. Puis après ça, on se dirige à Regard. On a des conférences, des ateliers, encore une fois, au niveau plus professionnel. Donc, c'est ouvert à tous. Ça, c'est très intéressant aussi. Tu parles d'ateliers que les jeunes vont avoir la chance de participer. Quel genre d'atelier que c'est? On a 4 ateliers. C'est la 2e année qu'on fait la recette d'atelier. Cette année, il va y avoir... excusez, je vais essayer de m'en... Je suis dans le gros jus de ça. C'est direction photo, la série web, le documentaire et la nouveauté multimédia. Donc, c'est vraiment... Ils vont aborder ces sujets-là qui est, selon moi, très à jour. C'est pourquoi on les a choisis. Puis les jeunes auront la chance de peut-être gagner des prix. Qu'est-ce que c'est ces prix-là? En fait, il y a 4 mentions, c'est pas vrai, 6 mentions de 200 $. Sinon, il y a 5 gros prix de 500 $. Bien, 4, excusez, je ne veux pas me mélanger, mais c'est 4 fois 500 $. Mais un des prix aussi, c'est avec Kinobada, notre plus gros partenaire qu'on a fait cette année. C'est des tripeux de kino. Donc, une thématique que les jeunes aiment beaucoup. Donc, on a décidé de les associer ensemble. Est-ce qu'ils ont des thèmes à respecter lors du montage de leur court-métrage? Oui et non, c'est plus des règlements, donc c'est la durée, c'est dans le cadre scolaire, donc c'est sûr qu'on ne veut pas de sacre ou des choses comme ça, à moins que la demande est là ou que c'est bien intégré. Maintenant, c'est vraiment les droits d'auteur, donc tout ce qui est normal dans une réalisation de court-métrage. Là, tu dis qu'ils ont une durée à respecter. C'est quoi cette durée-là? On suggère 7 minutes maximum, mais c'est suggéré. Donc, on peut recevoir des 13 minutes, des 2 minutes. On joue vraiment avec le temps, mais pour être sûr de pouvoir avoir le plus de cours possible, on demande 7 minutes suggérées. Les gens, je crois, ont jusqu'à demain pour s'inscrire aux ateliers? Oui, bien, à la fin de semaine, carrément. Le concours, c'était le 3 février, excusez-moi. Puis là, c'est vraiment demain, c'est la date limite pour participer à l'immersion à travers le Québec. On est déjà rendu à un bon nombre. On espère que ça va monter encore, surtout la participation des élèves du cégep de Jonquière, parce que c'est dans leur cégep, donc c'est la moindre des choses, selon nous. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, il y a 2 volets à De l'âme à l'écran? Oui, bien, il y a vraiment le concours. Il y a vraiment la participation pour présenter un court-métrage. J'ai gagné des prix. Mais il y a aussi l'immersion. Donc, tu peux ne pas présenter de court-métrage. Donc, toi, tu pourrais carrément t'inscrire puis venir vivre l'immersion, les ateliers. Donc, moindrement passionné de cinéma a sa place à De l'âme à l'écran. Tu disais tantôt que les inscriptions n'étaient pas les inscriptions, mais pour le concours jusqu'au 3 février. Ouais. Les gagnants vont être annoncés quand? Ont déjà été annoncés. Les gagnants ont déjà été au courant. C'était une semaine plus tard. Donc, c'est la semaine passée. Ils ont déjà tous été au courant de qui était accepté ou refusé. Donc, déjà là, eux, ils sont au courant. Ce qui est surprenant, puis le fun, je crois que c'est que le festival gagne en popularité, donc le monde veut venir malgré des fois leur refus. Ça, c'est le fun, c'est notre but. Donc, l'année prochaine et ainsi de suite, on essaie d'avoir le plus de monde possible. Puis, quand aura lieu la projection? La projection de l'âme à l'écran, c'est le 18, c'est le vendredi 18 à la salle polyvalente. C'est 7 $ pour le monde qui veulent juste venir à la projection. Sinon, ils peuvent participer à l'immersion. C'est 20 $ pour les élèves du cégep de Jonquière. Donc, c'est ouvert à tous? Oui, c'est ouvert à tous, oui. Ariane, merci beaucoup. Ça fait plaisir.
L'aide médicale à mourir devrait pouvoir s'appliquer aux mineurs matures et capables d'ici à 3 ans, tandis qu'elle devrait s'appliquer immédiatement aux adultes, conclut le comité parlementaire mixte qui s'est penché sur la question. Un rapport a été déposé aux communes ce matin pour donner suite au jugement de la Cour suprême du Canada qui a invalidé les articles du Code criminel interdisant l'euthanasie. Marie-Michel Lacroix, quelles sont les principales recommandations émises dans le rapport? C'est un rapport qui est majoritaire de 67 pages, 21 recommandations, qui vise essentiellement à étendre l'aide médicale à mourir, bien sûr, aux gens qui ont des problèmes de santé graves ou irrémédiables. Et ça, c'est super important parce que les gens, par exemple, qui ont une maladie non terminale peuvent bénéficier de l'aide à mourir également. Les gens également qui ont une maladie psychiatrique. Et ça pourrait même s'étendre aux mineurs, toujours dans la mesure où ils ont des problèmes de santé qui sont graves ou irrémédiables. Mais bien sûr, c'est après avoir étudié leur cas pendant 3 ans pour savoir si c'est quoi finalement un mineur qui est mature pour bien sûr bien encadrer la mesure. Également, ça peut s'appliquer aux gens qui ont un diagnostic de santé dont la santé va se détériorer. Donc, ils pourraient signer au préalable un document pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale à mourir avant que les souffrances deviennent trop douloureuses. Et finalement, tous les établissements de santé qui sont financés par l'État vont devoir offrir cette mesure, bien sûr, dans la mesure où les médecins y consentent. Et le Québec va-t-il devoir se soumettre à ces dispositions? Effectivement, présentement, le Québec a certaines lois qui légalisent, en fait, entre guillemets, cette mesure. Par contre, la loi fédérale ou le projet, les recommandations vont beaucoup plus loin que le Québec. Donc, les mesures fédérales vont prévaloir sur les mesures qui sont provinciales, bien sûr, dans la mesure où la loi est adoptée avant le 6 juin. Pourquoi le 6 juin? Parce que c'est la date de sursis qu'a donné la Cour suprême pour laisser au fédéral le temps d'approuver une loi. Sinon, ça va tomber dans la juridiction des provinces. Donc, ça va être le choix des provinces à ce moment-là. Et quelle a été la réaction des citoyens à ce sujet? Je vous dirais que c'est une idée qui a beaucoup cheminé ces derniers temps. Les gens sont de plus en plus conscientisés sur la question et de plus en plus unanimes. Je vous laisse entendre les témoignages que j'ai recueillis ce matin. Je suis pour l'encadrement. Ça ne veut pas nécessairement dire que j'approuve, mais je suis pour l'encadrement. Je serais tenté de dire en faveur, là, vu que ça va me concerner plus rapidement que les autres. Oui, non, je pense que oui, de pouvoir choisir selon l'état dans lequel tu es, puis ta volonté de vivre ou non. Là. Que je crois que c'est pas la vie qui est une bénédiction, c'est la santé. Donc ceux qui croient que la vie à tout prix, mais il vient un moment donné que t'as plus de qualité de vie. Côté approbation de la famille, ça, je compte ça. Parce que la qualité de notre vie, quand elle est affectée, je trouve que c'est un choix personnel. Être sûr qu'il n'y ait pas d'abus, du point de vue de la famille, là, c'est plus ça. Là, fait que ça soit peut-être, je sais pas, qu'il y ait un notaire, qu'il y ait plein de professionnels, là, que ça passe dans les mains de plusieurs personnes. Je suis plutôt en faveur. Maintenant, c'est une question très délicate. Parce que chaque cas est particulier et est à considérer, ne serait-ce que l'âge. Il s'agit d'un enfant. Puis c'est vraiment la limite, là, mais les gens qui restent, là, c'est triste de voir ça, là, dépérir un petit peu, là. Fait que dans ce temps-là, je trouve que c'est l'idéal. Ben, des balises, oui et non, parce que ça, c'est un choix personnel. C'est sûr que tu pourrais toujours avoir des consultations médicales, avoir certains avis de médecins là, concernant la qualité de vie, qu'est-ce qu'il y en est, puis s'il y a vraiment une espérance. Bien, moi, je suis en faveur, parce que j'ai vécu dans ma famille, justement, des gens qui en auraient eu besoin. Puis tant qu'à être légumes, moi, je pense qu'on en aurait besoin pour empêcher les gens de souffrir. Le Super C des Galeries de Jonquière a officiellement ouvert ses portes ce matin grâce à un investissement de plus de 6 millions. Le commerce bénéficie d'installations plus grandes que celle qu'il y a à la droite des galeries avec une superficie totale de 45 000 pieds carrés. Nicolas Cloutier, quels seront les bénéfices de ce déménagement? D'abord, le plus grand bénéfice, c'est vraiment en termes de superficie. On avait l'ancien Super C, en fait, avait une superficie de 34 000 pieds carrés. On passe maintenant à 45 000 pieds carrés, ce qui est une augmentation notable. L'agrandissement était nécessaire, selon Geneviève Grégoire, qui est conseillère en communication chez Metro Inc., d'autant plus que plusieurs Super C
au Québec avait procédé à ce genre d'agrandissement dernièrement. Et du point de vue du client, le plus grand atout, c'est vraiment l'ajout d'espace pour les produits. On aura vraiment droit à une meilleure variété, que ce soit dans les départements des fruits, des légumes, de la viande, des poissons. On aura également plus de produits locaux, entre autres les pizzas Sorrento, les vinaigrettes Vio et les charcuteries El Fortin. Sans compter les viandes qui seront maintenant préparées sur place par les bouchers. Et on aura une boulangerie qui va cuire du pain chaque jour ici à l'épicerie. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est vraiment la superficie donne un plus grand éventail de produits. Et y aura-t-il de nouveaux employés? Oui, on confirme que 25 nouveaux emplois seront créés. On n'a pas su préciser exactement dans quel département ils vont être affectés, mais on nous a indiqué tout de même que c'est en raison de la plus grande superficie. On aura besoin de plus de personnes pour effectuer le travail. Et qu'est-ce qui adviendra de leur ancien emplacement? L'ancien emplacement, il faut comprendre, oui, on parle de déménagement, mais il n'est pas très loin. Hein. Si l'ancien emplacement était complètement à droite des Galeries de Jonquière, le nouveau est complètement à gauche. Bon, qu'est-ce qu'il y en adviendra maintenant? On va y ériger un nouveau commerce, ça c'est certain, mais on ne sait pas exactement lequel et ça devrait être annoncé dans 2 semaines par contre. En fait, nous de notre côté, on a des bruits de couloir qui indiquent, qui nous donnent une bonne indication du commerce qui y arrivera, mais on ne peut l'annoncer maintenant car les négociations sont toujours en cours et il reste des détails à finaliser. Merci Nicolas. Ça me fait plaisir. Le conducteur d'un quadriporteur sera accusé de conduite en état d'ébriété à Chicoutimi. L'homme était pris dans la neige sur le pont Sainte-Anne avec son véhicule. Les policiers qui sont venus l'aider ont constaté à l'aide d'un alcotest que l'homme était dans un état d'ébriété très avancé. Le conducteur a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies parce que le quadriporteur est considéré comme un véhicule à moteur. Il sera aussi accusé de non-respect des conditions de la cour, car il avait déjà été condamné pour la même infraction. La ville de Saguenay fermera certaines rues demain lors des funérailles civiques du policier Thierry Leroux à la cathédrale de Chicoutimi. Des changements temporaires seront apportés à la circulation afin d'assurer le bon déroulement des funérailles sur la rue Racine, la rue Salaberry, le boulevard du Saguenay et la zone portuaire. Pour de plus amples informations, consultez le site web de Ville de Saguenay. Vers 4 heures ce matin, un homme ivre est entré par infraction chez son ex-conjointe sur la rue du Roi-Georges à Jonquière. L'individu en crise l'a menacé, elle et son nouveau copain. L'homme de 33 ans avait les capacités affaiblies par l'alcool et il a été conduit au quartier général de la sécurité publique où il a refusé de souffler dans l'ivressomètre. Il a comparu aujourd'hui au palais de justice de Chicoutimi sous des accusations d'introduction par infraction, de conduite avec les capacités affaiblies, de menaces, de voies de fait, de refus de se soumettre à l'alcotest. Des entrepreneurs de différents domaines sont sortis ravis hier et désireux de mettre en application les conseils du spécialiste du web François Charon. Le conférencier et président de VotreSite.ca a conseillé les entrepreneurs sur comment vendre en ligne facilement avec peu de budget. Un reportage de Marie-Claude Pronovo. Dans le cadre de l'opération Branchons les PME, François Charon a expliqué les raisons pour lesquelles les entreprises doivent impérativement se trouver sur le web. Les Québécois, on est tous en train d'acheter en ligne. Les statistiques sont hallucinantes. Le fameux 7 milliards de dollars qui est acheté par les Québécois chaque année sur le web. Et parce que les PME ne sont pas là, sont absentes, 3 dollars sur 4 sortent de la province. C'est 75 cents dans piastres de fuite économique. C'est hallucinant. La province de Québec fait piètre figure en ce qui concerne le nombre de PME présentes sur l'autoroute électronique. Loin d'une zone urbaine, moins on va bien comme PME sur le web. Ce qui veut dire que Montréal va comme correct, Québec va un peu pas pire, Chicoutimi va peut-être bien, mais quand tu te ramasses au lac, c'est une catastrophe. Et c'est même comme ça pour l'ensemble des régions. Là. Je veux dire, la Gaspésie, oubliez ça, il n'y a quasiment rien de branché. Le dynamisme du conférencier François Charon a énergisé son auditoire qui avait un grand nombre de questions à lui poser, donnant ainsi lieu à de nombreux échanges. L'été, vous mettez vos produits été en vedette. L'hiver, vous mettez vos produits hiver en vedette. Full photo, 2 sections, full photo, vidéo, justement. Grâce au conseil de François Charon, des entrepreneurs de tous les âges et de tous les domaines auront la chance d'être plus efficaces sur le web. Marie-Claude Pronovo, ATM Nouvelles, Saguenay.
Année après année, les étudiants de partout au Canada peuvent participer au programme d'immersion Explore du gouvernement canadien leur permettant d'apprendre l'anglais ou le français. Ma collègue Andréane Turmel a rencontré plus tôt aujourd'hui le responsable à la vie étudiante au Centre linguistique du Cégep de Jonquière et du programme Explore, Pierre-Luc Doyer, pour nous en parler davantage. Bonjour Pierre-Luc Doyer. Bonjour. Donc tout d'abord, c'est quoi le programme Explore exactement? En fait, le programme Explore, c'est un programme d'immersion en langue seconde, soit pour les étudiants qui veulent apprendre l'anglais, donc les francophones du Québec qui veulent apprendre l'anglais dans le reste du Canada, et l'inverse, les étudiants anglophones du reste du Canada qui viennent apprendre le français ici au Québec. Puis c'est quoi les critères qu'il faut avoir pour pouvoir s'inscrire au programme? Les critères, d'abord, il faut être citoyen canadien ou résident permanent. Il faut être étudiant au moment de l'inscription, à temps plein. C'est pas mal les deux critères là, à respecter. Il faut faire l'inscription aussi avant le 28 février, si je ne me trompe pas. Puis ici, au Cégep de Jonquière, vous accueillez des étudiants anglophones. Donc, c'est quoi que vous proposez comme activité là, pour leur permettre d'apprendre le français? En fait, d'abord, c'est diverses activités. Par exemple, on commence, c'est sûr qu'il y a des cours de français la moitié de la journée. Le reste de la journée, il y a des ateliers socioculturels, par exemple des ateliers sur la culture québécoise, donc de chansons québécoises, de cuisine québécoise. On a même fait un atelier de journalisme ici en ATM il y a quelques années. Ensuite, on lui fait des activités, même des activités sportives, volleyball, badminton, mais c'est en français, donc ça fait développer leur vocabulaire pour ces activités-là. Les quilles, billard. Même Louis Vautier de La Fabuleuse qui vient donner des ateliers de danse folklorique au centre. Donc, c'est vraiment diversifié. Donc, chaque jour est différent. Là. On a 5 semaines. Tout est différent tout le long du programme. Et qu'est-ce que ça apporte de participer à ce programme-là à un élève? Premièrement, c'est sûr qu'on développe beaucoup le côté de la langue seconde, donc à apprendre. Ceux qui viennent ici apprendre l'anglais, assez incroyable. C'est assez incroyable, pardon. C'est ceux qui sont élémentaires ou débutants vont améliorer leur français d'une façon. Là, ils ne seront pas capables de parler aucune phrase en commençant, en arrivant ici. Puis quand ils vont arriver à la fin du programme, ils vont être capables d'avoir une discussion soutenue avec quelqu'un sur des sujets un peu plus complexes. Là. Donc c'est vraiment une façon de s'améliorer qui est mieux qu'en classe, tout simplement. Oui, exactement. Puis ensuite, on développe aussi le côté des responsabilités, le sens des responsabilités, parce que le jeune est ici, doit s'occuper de lui-même les soirs, les fins de semaine. C'est sûr qu'il est en famille haute ou à la résidence, mais il doit faire leur lavage, se faire à manger parfois. Donc, ça développe aussi ces sens-là. C'est le travail d'équipe, l'accomplissement de soi. En fait, ça développe plein d'aspects chez les gens qui viennent en immersion. Puis ici, au Cégep de Jonquière, vous recevez combien d'inscriptions par année environ? Ça dépend des années. En fait, on a un quota à respecter. En fait, au printemps, on en reçoit entre 160 et 180. Et à l'été, on en reçoit entre 180 et 220, dépendamment des années. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Puis, les élèves qui viennent ici reçoivent une bourse d'études, mais est-ce qu'il y a des frais qu'ils doivent débourser de leur poche aussi en s'inscrivant? Oui, il y a quelques frais qu'ils doivent débourser. Par exemple, les frais d'inscription. C'est 275 $, je pense, là, si je ne me trompe pas, pour pouvoir s'inscrire au programme, remplir les dossiers et tout ça. Et ensuite, ils doivent débourser les frais de transport pour venir ici, donc le billet d'avion pour revenir ou partir, ou en autobus, ou venir en auto, tout simplement. Et une fois rendu ici, la bourse couvre toutes les dépenses, que ce soit l'hébergement, la nourriture, que ce soit les activités. C'est sûr qu'il y a quelques activités qu'ils peuvent acheter, donc des activités forfaitaires qui coûtent un peu plus cher, par exemple du rafting ou aller faire du kayak de mer sur le Saguenay. Donc c'est ça, ils peuvent acheter des activités de plus, mais normalement, ils ne sont pas obligés. Là, tout est fourni une fois rendu ici. C'est totalement gratuit. Puis vous, c'est quoi votre rôle dans toute l'organisation de ce programme-là ici au Cégep? Mais moi, je m'occupe de la partie de fun, si on veut, donc les activités, tout ce qui est planifié, les activités, donc les autobus, les repas pour quand ils partent en excursion, s'assurer que finalement, qu'il y ait des activités pour tout le monde, pour tous les goûts, d'engager des moniteurs, de les former, puis de répondre finalement, d'éteindre les feux tout au long de l'été s'il y a des problèmes au niveau de l'animation et des activités. Là. Puis donc, vous avez des enseignants et aussi des moniteurs. Comment vous les choisissez, ces moniteurs-là? Les moniteurs, en fait, quelques critères de base. D'abord, premièrement, c'est sûr que quelqu'un qui a déjà fait une immersion est bien placé pour comprendre l'étudiant qui vient ici. Donc, c'est un critère assez de base. Quelqu'un qui est impliqué socialement va gagner beaucoup de points là, à la sélection, à la lecture du CV, à l'entrevue et tout ça. Ça prend des gens dynamiques. Mais
ça prend des gens de toutes sortes de genres aussi pour faire de l'intervention 1 an. Aussi, des fois, il y a des étudiants qui sont loin de chez eux, ils partent pendant 5 semaines, c'est la première fois qu'ils partent de chez eux souvent. Bien là, il faut prendre des gens qui sont capables de faire une intervention plus personnalisée avec cette personne-là, là, 1 à 1 pour... c'est quelqu'un qui s'ennuie de sa mère, par exemple, ou c'est des choses qui arrivent. Là. Donc, ça prend toutes sortes d'animateurs, mais bref, des gens dynamiques, là, c'est sûr qui sont vraiment intéressés de vivre une expérience, parce que c'est pas juste un emploi. Là. Nous, c'est un engagement qu'on demande. Au-delà des heures de travail, c'est une implication, en fait, aussi. Il faut voir ça pour une expérience de 5 semaines qui fait grandir l'étudiant, mais aussi qui fait grandir l'animateur qui participe, parce qu'une fois qu'on a fait une session, là, ça nous fait vraiment s'accomplir, finalement, là, dans tous les aspects de notre personnalité. OK, bien, merci beaucoup, M. Doyer. Ça fait plaisir. Sur la scène sportive, les Marquis affronteront le Blizzard de Trois-Rivières demain au Colisée de Trois-Rivières et samedi au Palais des Sports de Jonquière. La formation jonquiéroise a subi 3 revers consécutifs. Avec 4 matchs à disputer en saison régulière, les Marquis se retrouvent en 2e position du classement de la Ligue nord-américaine de hockey. Anthony Stewart participera à la rencontre. Il ne manque que 5 points à Peter James Corsi pour atteindre le plateau des 100 points avec les Marquis, tandis qu'Hugo Carpentier est à 1 point du plateau des 175. Les Saguenayens, eux, recevront le Titan d'Acadie Batters demain à 19h. Lors de leur dernière rencontre, les Bleus avaient la chance de se qualifier pour les séries éliminatoires. Cela devra attendre puisqu'ils se sont inclinés 2-1 contre l'Océanique de Rimouski mardi soir. Les élites de Jonquière ont vaincu hier les Forestiers d'Amos 4-1. La formation jonquiéroise mène présentement la série 2-0. Mon collègue Carl-Éric Tremblay s'est rendu au foyer des loisirs pour sonder les amateurs. Carl-Éric, quand ça? Daphné. Carl-Éric, quand sera présentée la prochaine partie? Eh bien, tout d'abord, la série se transporte à Amos pour les 2 prochaines rencontres. La partie numéro 3 aura lieu demain à 20h du côté d'Amos. Et si jamais une 4e partie est nécessaire, eh bien, elle aura lieu samedi à 16h. Et est-ce que les partisans sont optimistes? Eh bien, toutes les personnes que j'ai rencontrées sont unanimes. Les élites de Jonquière ont une équipe pour se rendre loin cette année. Alors, on écoute leurs propos. On peut s'attendre à tout. Les élites ont quand même une équipe pour se rendre jusqu'au bout avec la fiche qu'ils ont eue en saison régulière. Fait qu'on peut espérer quand même une participation en finale et aussi peut-être un championnat du trophée Jimmy Ferrari. Jusqu'en finale. Oui. Bien confiant. Ben, normalement, ils ont gagné toute l'année. Fait que les séries, c'est une autre partie peut-être. Mais donc j'ai confiance qu'ils aillent jusqu'au bout cette année. Ils sont dus. Je crois qu'ils sont bons pour se rendre jusqu'au bout. Puis de partir certainement cette équipe-là. Je pense que c'est une bonne équipe, puis ils sont constants, puis ils reviennent tout le temps. C'est une équipe qui travaille jusqu'en 3e période tout le temps. Je pense qu'ils devraient aller assez loin. On va être assez loin, ça va dépendre de la première série. Parce que moi, je trouve que c'est une très belle série. Ils sont intensifs. Avec la saison qu'ils ont connue, je pense qu'ils peuvent aller jusqu'aux grands honneurs. Saison record, 34 victoires, 73 points. Tout est à leur portée. C'est une équipe qui, au début de la saison, on ne s'attendait pas à connaître une aussi belle saison. Merci, Carl-Éric. L'entraîneur-chef des Saguenayens de Chicoutimi, Yannick Jean, complète son personnel d'entraîneur en y ajoutant l'ancien du Canadien de Montréal, François Groslo. Les Saguenayens ont perdu les services de Claude Bouchard la semaine dernière alors qu'il a accepté un poste d'entraîneur-chef avec les Cataractes de Shawinigan. Xavier Demers, c'est une première expérience derrière le banc pour François Groslo? En effet, c'est une première expérience officiellement puisqu'il avait déjà été joueur-entraîneur lors de sa dernière année en France avec l'équipe des Diables Rouges de Briançon. Joueur-entraîneur, c'est peut-être pas quelque chose qu'on voit régulièrement au Québec, mais c'est une pratique qu'on voit plus couramment, notamment dans la Ligue Magnus en France. Avant son parcours de 11 ans en Europe, François Groslo avait joué en Amérique du Nord, notamment 8 parties avec le Canadien de Montréal. Sinon, il avait disputé au-dessus de 300 matchs dans la Ligue américaine pour les clubs écoles des Flames de Calgary, du Canadien et des Nordiques de Québec. Ensuite, après son parcours de 11 saisons en Europe, il est revenu au Québec pour jouer avec l'Isothermic de Thetford Mines, qui est devenu ensuite l'Assurantia. Donc, il a joué 8 matchs cette année avec l'Assurantia avant de décider d'officiellement accrocher ses patins et devenir entraîneur adjoint avec les Saguenayens, lui qui aura un rôle d'entraîneur des attaquants avec les Sags.
Et son fils joue pour les Saguenayens. En effet, Jérémy Groslot, qui est un défenseur qui en est à sa première année avec les Saguenayens, un défenseur de 16 ans qui a joué pour l'instant 37 matchs et a obtenu 3 mentions d'aide. François Groslot s'inquiétait peut-être un peu de savoir comment son fils pourrait... voir si son fils pourrait être à l'aise justement à ce que son père travaille avec les Saguenayens, mais puisqu'il n'y avait pas de problème et qu'il y avait une belle chimie entre François Groslot et Yannick Jean, il n'y a pas eu de problème. Puis évidemment, avec son fils qui jouait pour les Saguenayens, il a quand même eu un bon œil sur l'équipe qui le suivait quand même depuis le début de la saison. Donc d'après lui, il croit qu'il a une belle expérience et connaît quand même assez l'équipe pour pouvoir l'amener plus loin. Et qu'est-ce qui s'en vient pour les Sags? Bien, comme vous l'aviez dit plus tôt, il y a un match contre le Titan en fin de semaine au Centre Georges Vézina. Puis dimanche, la 4e équipe dans la division Est qui affrontera en après-midi au Centre d'excellence Sport Rousseau de Boisbriand, les Saguenayens qui affronteront l'Armada de Blainville-Boisbriand. Merci Xavier. Ça m'a fait plaisir. Côté météo, nous avons eu droit à une journée difficile. Marc-Antoine Turcotte, la tempête hivernale est-elle finalement derrière nous? Daphné, il y a toujours un avertissement de tempête hivernale en veille sur le Saguenay. On pourrait recevoir jusqu'à 10 à 15 mm de verglas supplémentaire à ce qui est déjà tombé aujourd'hui. Sinon, en ce moment au Saguenay, il fait moins 1 degré. Ce soir, les températures ressenties varieront de moins 7 à moins 11 avec quelques chutes de neige. Cette nuit, on pourrait atteindre une température minimum de moins 20 et demain, ça tournera autour de moins 12 avec quelques chutes de neige. Au lac Saint-Jean, maintenant, il fait présentement moins 3 degrés. Ce soir et cette nuit, faible neige avec des températures ressenties variant de moins 4 à moins 11. Demain, ce sera ensoleillé sur le lac Saint-Jean avec des passages nuageux, des températures variant de moins 11 à moins 16. On peut donc dire que ça débute très bien la semaine de relâche. On se revoit le 8 mars. Profitez-en. Merci Marc-Antoine et merci mesdames et messieurs d'avoir été des nôtres. À bientôt.